Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important, un sujet que je pense qui nous intéresse tous puisqu'il s'agit de la banlist. Donc c'était pendant les fêtes, vous êtes peut-être passé à côté, mais Bushiroad a annoncé, je crois que c'était aux alentours du 26 décembre, quelque chose comme ça, qu'il y aurait une nouvelle banlist qui serait annoncée après les World Championships de Vanguard qui ont lieu le 19-20 janvier je crois, et la banlist serait donc annoncée dans le stream le 22 janvier pour savoir quelles cartes seront désormais limitées et quelles cartes seront délimitées dans les deux formats standard et premium et quels abus ils vont pouvoir un peu contrôler pour équilibrer un peu plus le jeu. Donc voilà, je me suis dit que j'allais revenir un peu avec vous sur les différentes interactions qui posent problème, les différentes cartes qui pourraient être bannies et surtout les différentes cartes que moi personnellement j'aimerais voir limitées ou bannies. Donc voilà, cette vidéo va être très subjective, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, peut-être que vous serez d'accord, mais je vais essayer de développer un peu et expliquer pourquoi je pense que les cartes que je vais citer méritent d'être bannies et pourquoi justement certaines interactions qui posent problème à des gens ne sont finalement pour moi pas si problématiques, et je vais essayer d'argumenter et d'analyser ça comme on le fait d'habitude. Alors on va commencer par parler du format standard. Donc alors le format standard peut aussi être touché par une banlist, mais j'en doute, puisque la plupart des clans, hormis OTT, Royal, Kagero, et je crois que c'est tout, pour l'instant au format japonais, n'ont reçu qu'une seule vague de support, et je vois mal Bushiroad vouloir limiter quelque chose déjà aussitôt. Et je pense même personnellement que il n'y aurait pas grand chose à limiter en format standard. Je sais que certains envisagent des limitations sur par exemple OTT, qui est le clan qui domine actuellement, ou qui est le clan on va dire qui est qui définit le plus le format V dans ses débuts. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que OTT était l'un des decks qui topait beaucoup, un des decks les plus méta, et à côté on avait justement Kagero, qui était aussi un des decks les plus méta, mais parce qu'il pouvait battre OTT de par sa faculté à pouvoir empêcher les sentinelles par Waterfall. Et ensuite on avait aussi Nubatama, qui était aussi incroyablement méta, puisqu'il avait aussi cette faculté de pouvoir contrer OTT en l'empêchant de re-rider ses G3 pour accumuler des protects. Et donc on peut vraiment dire que OTT a été le clan qui a défini le début du méta de l'RV. Pour moi, pourquoi un clan qui définit autant le format, qui est autant méta, ne devrait pas avoir de limitation? Parce que je pense que tout simplement le format standard n'a pas d'interactions qui sont problématiques. C'est-à-dire que certes OTT est le deck le plus joué et le deck qui top le plus, mais ça vient principalement pour moi d'une faculté du deck à être très consistant et à pouvoir, on va dire, à une meilleure faculté à pouvoir jouer quelle que soit la sortie de son deck. Je prends l'exemple donc de Grand Blue. Grand Blue est un deck qui est très puissant, très balèze, qui fait des plus grosses colonnes qu'OTT, qui a beaucoup de choses pour lui également, mais par contre, si vous ne touchez pas Basker, et si vous n'avez pas une certaine sortie qui va dans votre sens, le deck est beaucoup moins impactant. Si vous restez sur votre dragon toute la partie, et si vous n'arrivez pas à enchaîner avec des Baskers, ou si vous les meulez, des choses comme ça, le deck aura très peu de chances de gagner. OTT, eux, la chance qu'ils ont, c'est d'avoir un deck qui est relativement consistant et où vous pouvez jouer dans toutes les situations. Par exemple, vous avez Sio Amaterasu qui est un bon Vanguard mais qui est aussi un très bon Rearguard. Vous avez Imperial Daughter qui est un très bon Vanguard mais qui est un très bon Vanguard que si vous ridez en premier, il est quand même très bon. Et si vous ridez en second, vous avez un effet en plus. Donc dans tous les cas, quelle que soit la phase de la game à laquelle vous la ridez, vous avez quand même 75% de son effet, voire plus, qui est débloqué. Et donc vous n'êtes pas dans une situation où vous avez spécifiquement besoin de la rider à tel moment, tel moment, tel moment. Donc en gros, la plupart du support OTT combote très bien et très synergique ensemble, peut se jouer à n'importe quelle phase de la game. Le deck OTT est très simple et très puissant, donc c'est surtout des beatsticks, c'est des cartes qui vous permettent de piocher, c'est voilà, des G3 que vous pouvez rider un peu comme vous voulez, ça ne va pas troller votre game. Donc voilà, c'est pour ça que le support OTT est tellement puissant, c'est parce qu'il n'est pas puzzle, n'est en rien puzzle. Vous pouvez jouer vos cartes et votre stratégie comme vous le voulez, sans vous soucier en fait de l'ordre dans lequel vous le faites et de la situation dans laquelle vous êtes. Et donc c'est pour ça, je pense, que ce deck est tellement puissant dans le format standard, et que si on enlève
une carte ou deux, on va le casser sans pour autant rééquilibrer le format standard. Voilà, ça c'est fait, mais on a quand même déjà passé au moins 5 minutes dessus, donc il est temps de passer maintenant au format premium, qui va nous prendre un peu plus de temps. Donc alors pour le format premium, je vais lister un peu les interactions qui posent des problèmes aux joueurs, et revenir très rapidement dessus, et voir s'il faut limiter les cartes ou pas. La première interaction qui va nous poser problème, ou qui en tout cas fait frémir un peu les joueurs quand on leur en parle, c'est Ishikishima et Silent Tom. Donc vous connaissez l'interaction, je suppose. Ishikishima est un stride, donc une G-Unit, qui a un effet GB3 qui est assez puissant, qui était même très puissant durant l'ère G, qui dit que durant ce tour, si vous êtes en oracle, votre adversaire ne peut pas garde avec des grades 0 ou des J-Guard. Donc ça c'est assez puissant et ça combote très bien avec Silent Tom de l'RV, puisque Silent Tom dit que vous ne pouvez pas garde avec des normal units. En gros, Ishikishima dit pas de grade 0, pas de J-Guard, et Tom dit ne garde pas non plus avec tout le reste. Donc c'est un combo qui fait extrêmement peur parce qu'il ne peut être garde qu'avec un marqueur protect, et on associe souvent inconsciemment, même sans avoir joué contre le deck ou même sans avoir joué avec le deck, on l'associe à un combo tu ne peux pas garde tout court. Or, il faut voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors est-ce qu'il faut ban justement Silent Tom? Est-ce qu'il faut empêcher Ishikishima et Tom d'être joués ensemble? Moi je pense que le deck globalement n'a pas besoin d'une banlist en vrai. Au début de l'RV, pardon, j'aurais pu aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de clans qui ont accès au marqueur protect, donc les chances de tomber dans un match-up qui est globalement défavorable pour OTT sont quand même assez grandes. On a également quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de tester le deck pour voir quelles sont ses faiblesses, quels sont ses angles morts, etc. C'est que tout simplement, Tom, il a un gros défaut, c'est que hormis cet effet de garde restrict, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il ne fait pas piocher de cartes, il ne synergise pas avec les autres cartes du clan, il est juste là pour ce finish move Ishikishima plus Tom. C'est-à-dire qu'en fait, en early game, si vous avez besoin justement de rusher avec des G2, eh bien vous pouvez appeler votre Silent Tom, mais c'est une carte que l'adversaire va fortement focus. Et en fait, vous avez envie de garder vos Silent Tom pour ce finish move, et donc vous n'avez pas envie de le poser en early game. Donc ça veut dire que votre début de partie, qui avant était relativement violent parce que vous faisiez beaucoup d'attaques avec OTT, vous n'hésitiez pas à poser des cartes puisque vous allez en repiocher d'autres derrière. Votre early game est grandement impacté puisque vous avez peur de poser votre finish move tout de suite. Donc vous voulez garder Silent Tom en main, donc votre deck est ralenti. Aussi, il faut voir que Silent Tom, ce n'est pas une Battle Sister, ce n'est pas une Magus, ce n'est pas une Oracle. Donc il y a ce côté qui non archétypal qui fait qu'il ne synergise pas avec le reste du deck. Alors je ne dis pas que quand vous placez Ishikishima Tom, c'est pas fatal dans la plupart des situations, mais votre adversaire, enfin si c'est un bon joueur, comme il y a cet early game qui est un peu atténué, il peut jouer autour et faire en sorte qu'il reste à très peu de dommages pour pouvoir encaisser le tour d'Ishikishima Tom, après pouvoir détruire, attaquer les toms, pour pouvoir justement ne plus se soucier de cette option finish et quand même gagner la game même sans jouer de marqueur protect. Donc voilà, en gros Tom c'est une carte qui a beaucoup d'angles morts qu'on ne voit pas immédiatement quand on lit la carte, mais qui sont également bien présents, et pour ça il faut vraiment jouer le deck et tester pour vraiment comprendre pourquoi cette carte est vraiment balèze. Ensuite, on a une carte qui, selon moi, doit absolument être limitée, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens, c'est Enigmatic Assassin. Donc Enigmatic Assassin, c'est une carte d'arc irrégular, dont la faculté principale est de sortir de la soul à plus 15 000. Voilà, je vous invite à lire la carte si vous ne la connaissez pas. Et en fait, Enigmatic Assassin, depuis sa création, ça a été une carte à problème, puisque cette faculté de sortir de la soul en battle phase donne de la multi-attaque à Dark Irregular qui a le pouvoir de power-up son board, et donc ça peut générer des multi-attaques qui sont assez intenables et qui finalement sont assez faciles à mettre en place au final, du fait de pouvoir soul charge beaucoup et forcément de pouvoir soul charge assassin d'à peu près n'importe quelle zone. Et en fait, là, elle devient vraiment broken dans ce format, dans le format premium actuel, de par sa synergie avec No Life King Death Encore, donc de la VR de la BT2 pour Dark Irregular. No Life King dit, à la fin de sa battle, vous pouvez CB1 mettre 3 de vos rires en soul et une carte de votre main pour reprendre un grade 3 de votre soul et le re-ride. Et en fait, il ne précise pas que vous ne pouvez pas re-ride un autre Death Encore depuis votre soul. Donc vous voyez où je veux en venir, en fait le combo c'est de mettre 3 assassins depuis le terrain en soul, ensuite de re-ride No Life King Death Encore, de ressortir les 3 assassins, et ensuite de faire une loupe comme ça qui vous donne 2-3 attaques avec des crits en plus, des peurs en plus, et aussi des marqueurs protect en plus.
à chaque CB que vous faites. Donc vous avez cette loupe qui, au-delà d'être extrêmement agressive, parce que vous restandez un Vanguard qui gagne aussi un crit, ça j'ai oublié de le dire avec No Life King. Donc votre Vanguard gagne un crit, il gagne de la puissance puisque No Life King gagne aussi de la puissance. Et vous avez des colonnes d'assassins qui sont à 40, etc. Donc c'est une loupe qui est déjà difficilement tenable. Et même si vous la tenez, votre adversaire, il va checker 2 à chaque fois. Il va récupérer un marqueur protect à chaque fois. Donc en fait, il fait un plus 2, je crois, à chaque CB, en plus de faire 3 attaques. Donc c'est une loupe qui est purement dégueulasse. Et qui amène à des finales de BCS Premium qui sont assez dégueulasses à regarder. En France, la finale c'était NLK contre NLK. En Australie, la finale c'était NLK contre NLK. Vous avez aussi d'autres tournois américains où la finale c'était NLK contre NLK. Et là où c'est en fait vraiment la beauté du truc, c'est que même si vous empêchez ces 2 cartes de fonctionner ensemble par une limitation du genre vous ne pouvez pas jouer NLK et Assassin dans le même deck, eh bien vous aurez toujours la possibilité d'avoir un deck Démagogue OTK qui voit le jour avec cette carte, avec Assassin, de par le fait qu'on ait 2 cartes qui soient sorties dans la VBT02 qui soient qui rendent vraiment le deck Démagogue OTK viable. Alors il s'agit de Démoniteur qui dit que du coup quand elle attaque, même en rire, vous pouvez CB1, elle gagne 10 000, draw 1, mais vous mettez un de vos rires en soul. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire une loupe d'attaque avec des assassins. Et après, avec la dernière assassin, vous tapez avec des moniteurs, vous la remettez en soul. Et après, avant que votre Vanguard d'attaque, vous la ressortez. Et du coup, vous déclenchez l'attaque de assassin encore en plus. Et aussi, vous avez justement une carte qui s'appelle aussi Rudven, qui est un G2, qui vous permet de mettre des assassins, qui vous permet de soul charge depuis votre drop ou votre dommage. Et donc en fait, qu'est-ce que ça implique pour le deck Dark Irregular Assassin ? Eh bien, ça implique que maintenant Assassin est accessible dans n'importe quelle zone du jeu. Vous pouvez l'avoir en main, vous pouvez l'écraser, l'envoyer en drop, la soul charge avec Rudven. Vous pouvez l'avoir en dégâts, vous la mettez en soul avec Rudven. Vous pouvez l'avoir dans votre deck, vous la soul chargez aléatoirement. Donc voilà, vous n'avez plus aucune façon de faire briquer le deck, puisque toutes les zones de jeu sont maintenant désormais accessibles avec Rudven. Donc, je pense que Assassin doit obligatoirement partir, c'est inévitable, et c'est obligatoire que Assassin passe à 1. Toute autre décision serait une mauvaise banlist. Ensuite, on va passer sur une carte qui est plus sujet à polémique, puisque certains l'aiment, d'autres la détestent, etc. C'est Gizeh. Donc alors Gizeh, c'est une J-Unit, qui est un cri élémental et qui est une carte face recto, face verso, et en fait la condition c'est au début vous avez Neon Gizeh en starter. Neon Gizeh, quand vous raidez par au-dessus, il va en bind zone, il va dans votre J-zone, pardon. Et en fait, quand vous checkez un trigger, vous bindez un Zeros Dragon. Quand vous arrivez à 5 Zeros Dragon qui sont bind, vous Ultimate Strike, c'est-à-dire que vous défaussez la même copie que votre Vanguard. Et ensuite, vous pouvez Ultimate Strike Gizeh, donc vous retournez la carte, vous placez Gizeh sur votre serre de Vanguard, vous placez 5 Zeros sur le terrain. Et ensuite, le combo, globalement, c'est à la fin, enfin au début de votre prochain tour, votre adversaire prend 1 dégât par Zeros Dragon. Donc en gros, le but du deck Gizeh, c'est avoir mes 5 triggers, avoir ma copie, laisser l'adversaire à 1 dégât, et après il prend 5 et il est mort. Donc c'est un deck de stall, vraiment c'est un deck de stall, et le deck qui marche, enfin le clan qui synergise le mieux avec Gizeh, qu'on peut mettre un peu dans n'importe quel deck, c'est actuellement c'est OTT. Pourquoi? Parce qu'ils ont la faculté justement de piocher beaucoup, d'avoir accès à des marqueurs protect. Ce qui était la grosse faiblesse de Gizeh, dans le méta HG, c'était d'avoir justement ses perfects en main pour pouvoir se défendre une fois qu'on n'avait plus accès au J-Guard, qu'on n'avait plus accès à sa J-Zone, etc. Et le fait que le protect existe permet justement à ce deck d'exister. Alors, est-ce que Gizeh devrait être ban? Très honnêtement, très objectivement, je pense que non. Même si, s'il le limitait, ce serait pas pour me déplaire parce que c'est un deck vraiment de stall. C'est un deck qui a pour but de vous empêcher de jouer tout simplement, mais vraiment de vous empêcher de jouer. Mais force est de reconnaître qu'il existe des contres avec des crés élémentaux que vous pouvez mettre dans n'importe quel deck. Donc c'est le cas avec Bobo. Donc Bobo, même si l'adversaire vous stall vous donne 0 CB, 0 dommage, etc. Bobo vous permet de vous mettre un dommage à vous-même et donc de débloquer votre multi-attaque, vos combos, etc. Vous avez aussi Phantom Blaster Diablo, donc qui est un contre naturel de Shadow Paladin, puisque comme les Zeros Dragons, ça je ne l'ai pas dit aussi, ne peuvent pas être affectés par des effets, ne peuvent pas être retirés, etc. Phantom Blaster Dragon empêche votre adversaire, Phantom Blaster Diablo, pardon, empêche votre adversaire de se défendre tout bonnement et simplement. Donc c'est-à-dire que s'il est à 4, vous faites Phantom Blaster Dragon et vous avez gagné. Sauf si un heal mal placé, etc. Mais
en général, voilà. Vous avez aussi des cartes comme Franger, enfin toutes les cartes qui limitent un peu la garde en termes de sentinelle. Donc vous avez Franger, vous avez Antlion Zoa, enfin vous avez plein de choses. Donc vous pouvez tout simplement vous maintenir à 0 dommage également, prendre les 5 et après essayer sur un GB8, sur un Stride un peu puissant, de finir la game. Parce que ce qu'il faut aussi dire avec Gizeh, et c'est ça aussi son gros angle mort, c'est qu'en fait Gizeh lui ne prend pas de trigger offensif ou défensif. Donc votre adversaire aura les effets des triggers mais n'aura pas la puissance. Donc vous pouvez très facilement mettre des impasses, très facilement temporiser la partie, etc. Pour faire en sorte que vous puissiez gagner à un moment ou à un autre. Donc Gizeh n'est pas un combo qui est incontrable. Ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas de situation qui soit insoluble. Par votre deck build ou par votre stratégie in-game, vous pouvez tout à fait battre Gizeh. Ça c'est tout à fait possible. Maintenant, je vais émettre une réserve sur ce que je viens de dire, puisque pour moi, il y a un clan qui pose problème. Enfin, qui pose problème, en vrai, je n'en sais rien. J'ai pas assez testé pour pouvoir le dire, mais Gizeh également joue avec Angel Feather. Et là où il y a potentiellement problème, c'est que Angel Feather, avec le nouveau support et avec l'interaction possible avec le marqueur Protect, vous permet de vous soigner un peu sur commande. Globalement, en fait, quand vous jouez contre Gizeh, vous êtes dans une course contre la montre, où le but est pour vous de gagner avant de prendre l'effet 5 dommages de Gizeh. Globalement, c'est ça le but. Essayez de gagner avant que l'adversaire ait ses 5 triggers, sa copie, etc. Donc vous êtes dans une course contre la montre. Le problème avec Angel Feather, c'est que, comme ils ont la faculté de se soigner, en fait, ils se rajoutent du temps. Et ça peut peut-être poser problème, mais encore une fois, je ne connais pas assez le deck pour pouvoir juger. Et je ne peux pas dire si vraiment c'est ingérable ou pas. Et enfin, il y a un dernier deck sur lequel il faut qu'on revienne, une dernière interaction qui est un peu litigieuse, un peu problématique. C'est tout simplement l'interaction entre Ezel et Wonder Ezel. Enfin pour moi en gros c'est le deck Ezel. Les gens ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qui pose problème en fait. Ezel a la faculté en fait de rider G3 alors que vous êtes encore au grade 1. Et comme à côté de ça, ils ont Wonder Ezel. Donc Wonder Ezel est une carte de grade 2, c'est une rare, qui dit que lorsqu'elle est placée, vous allez chercher un Ezel de votre deck et vous le ridez en stand et il gagne 5000. Donc, si vous ridez des Ezel de façon spéciale, vous épurez votre deck de 1, vous faites gagner 5000 à votre Vanguard et comme vous ridez un Ezel, vous avez également un nouveau cercle Axel. Donc, vous pouvez vous retrouver au grade 1 avec votre adversaire qui est déjà au grade 3 et qui a déjà pas mal de cercles Axel. Donc ce deck peut poser problème, et pose d'ailleurs problème, mais est contrebalancé parce que c'est par le fait que ce soit un deck de sortie. Malheureusement, ce deck, la sortie on ne peut pas la contrôler. C'est-à-dire que de quoi dépend la sortie? Donc il vous faut le Super Ride des ailes, il vous faut le dé, donc il faut que vous gagniez au dé, et il faut que vous ayez Wonder Ezel ou des cartes qui vous permettent de mener un rush puissant. Et le truc c'est que ça peut ne pas passer dans certains cas, mais quand ça passe, votre adversaire n'a aucun moyen de contrôler cette sortie en fait. Ce n'est pas dépendant des CB, quasiment tout est gratuit. C'est juste dépendant de si vous avez les pièces ou pas. Et pour moi, ça c'est un problème. Je pense qu'il faut au moins... Alors certains disent qu'il faudrait limiter le Super Ride des ailes, certains disent qu'il faudrait changer la règle de stride qui vous permet de stride quand l'adversaire est au grade 2, etc. Moi je pense que vraiment il faut limiter Wonder Ezel parce que je dis pas que ça résoudrait tous les problèmes, mais au moins ça limiterait en fait la facilité du deck qu'il a à avoir des cercles Axel et à pouvoir justement mettre du power sur son Vanguard. Je trouve que le fait de pouvoir débloquer des cercles Axel aussi facilement que de call une carte, je trouve que c'est vraiment une interaction qui pour moi pose problème. Donc voilà, donc ma banlist idéale pour moi c'est Enigmatic Assassin à 1, ça c'est obligatoire et je pense que à peu près tout le monde sera d'accord sur ça. Pour limiter le combo NLK Assassin, je pense que personne ne s'amuse quand il joue avec ou contre ce deck. Je suis également pour mettre Wonder Ezel à 1. Ça c'est quelque chose qui fait un peu plus débat, mais voilà, moi je pense que cette carte elle pose problème parce qu'elle est trop gratuite et elle permet d'avoir des cercles Axel trop facilement dans le format premium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez rajouté à cette liste. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!